Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Mercredi de l'Espoir, donc du 29 janvier 2025. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la version 2 de la Constitution que nous proposons à une perspective, la 6e République. Donc avec des nouveautés centrées, toujours sur le modèle de société, les notions de mandat impératif et délégatif et des tribunaux populaires. Nous allons détailler cela. Et puis, avec un leitmotiv, je dirais c'est que les constats, c'est bien, mais les solutions, évidemment, c'est mieux. Alors, bonsoir, donc de nouveau. Avant de rentrer vraiment dans les détails de cette émission, eh bien, une citation comme à l'accoutumée du Tao Te Ching, cette fois-ci le numéro 36, en rapport évidemment avec le sujet du jour. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur. Le lent triomphe du rapide. Que tes deux méthodes demeurent un mystère. N'en montre aux autres que les résultats. Eh bien, c'est ce que nous allons vous présenter ce soir. Justement, c'est les résultats de nos travaux. Et puis, également, le lent triomphe du rapide, le doux triomphe du dur. Bien, voilà, c'est notre démarche également de ne pas être dans l'esbrouf, de ne pas être dans le spectaculaire, mais d'être dans le travail opiniâtre. Je dirais pas secret, mais je veux dire discret au moins, mais efficace et réfléchi pour quelque chose qui est offert, eh bien, à la communauté, au peuple, et puis je dirais quelque part au travers de la 4e voie, eh bien, à tous ceux qui souhaiteront dans n'importe quel pays s'en saisir. Avant de nouveau de rentrer dans le vif de la discussion, eh bien, de cette présentation, je souhaiterais également vous rappeler que tous les lundis soirs, nous nous réunissons pour discuter entre nous, donc travailler notamment à cette constitution, donc les lundis soirs en visioconférence privée, mais ouverte à tous, donc vous pouvez venir si vous le souhaitez. Le lien est sur le site impcr.org. C'est donc les lundis soirs, tous les lundis soirs à 21h. Si vous voulez venir discuter avec nous de la Constitution, de cette proposition, eh bien, ce sera quand vous souhaiterez et vous serez les bienvenus. Alors, donc rentrons, je dirais maintenant, dans le vif du sujet de la présentation de ce soir, c'est-à-dire la Constitution que nous proposons, nous, une perspective de la 6e République, qui est donc dans une deuxième version qui est une évolution majeure. Hein. Donc, on avait posé les bases dans la première version, on a déjà en tête ce qu'on fera pour la version suivante. Hein. C'est une évolution majeure qui, nous allons le voir, ajoute à un certain nombre de choses. Mais avant cela, je souhaiterais vous donner quand même quelques clés de lecture sur comment parcourir cette Constitution, parce qu'elle est quand même assez copieuse, elle est dense, elle est réfléchie, et donc pour pouvoir rentrer dedans sans, je dirais, faire des allers-retours et sans se dire, tiens, il manque ça, alors que peut-être que c'est présent un petit peu plus loin. Donc, je vais vous donner vraiment quelques conseils pour parcourir la Constitution que nous proposons. Donc déjà, vous la trouvez sur le site de AP6R, AP6R.org. Je vous montrerai tout à l'heure où ça se trouve.
la première chose, c'est sans doute la plus importante, c'est que c'est une constitution non démagogique. C'est-à-dire que le principe qui nous guide, un des principes qui nous guide, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit réellement implémentable dans la réalité de la vraie vie. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des listes au Père Noël, on n'est pas là pour se faire plaisir et de prendre nos désirs pour des réalités, de faire des illusions, parce que les illusions, bien, on en a connu quand même pas mal au XXe siècle. Et puis, les illusionnistes, je dirais, on a déjà un au pouvoir, c'est pas la peine de faire quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc, je dirais, beaucoup d'auteurs, hein, c'est pas une critique acerbe que je fais, mais c'est un constat tout simplement, beaucoup de gens qui ont rédigé les constitutions jusqu'ici, y compris dans des ateliers constituants, pourtant qui font parfois un petit peu de bruit, je dirais, élaborent des constitutions qui sont utopiques. Et l'utopie, souvent on dit l'utopie c'est bien, mais non, ce n'est pas bien. Dans le domaine de la politique, l'utopie, c'est tout sauf bien. C'est parce que la politique, c'est sérieux, c'est la vie des gens, la vie d'un peuple que vous mettez en jeu. Donc il n'est pas question de se faire plaisir et de faire n'importe quoi, et de prendre ses désirs pour des réalités. Donc là, c'est une des lignes directrices, donc c'est une constitution non démagogique. J'insiste sur ce point parce que c'est quand même extrêmement important. Deuxième clé de lecture, il y a un glossaire qui définit un certain nombre de termes que nous employons dans la Constitution, comme nation, pays, citoyen, etc. Et qu'il se trouve en annexe 13. Hein. Donc je peux peut-être effectivement vous montrer d'ores et déjà où est-ce que ça se trouve. Alors, où est-ce que ça se trouve? Donc, on le voit là. Là, on est sur la page principale du site AP6R, donc ap6r.org. Hein. Voilà. La Constitution, elle est tout au début. Vous voyez, vous descendez un tout petit peu et elle est ici. La Constitution, vous la trouvez ici, en plein milieu, hein, tout en haut, en plein milieu. Et donc, vous avez le préambule de la Constitution, avec un préfixe qui est toujours C1, le corps de la Constitution, avec un préfixe qui est C2, et un certain nombre d'annexes, avec un préfixe qui est C3. Et donc, le glossaire dont je vous parlais à l'instant, donc on va rentrer dans les annexes, et donc, vous avez également une version au format PDF, si vous le souhaitez, donc vous pouvez télécharger ou consulter en ligne. Donc là, je l'ai déjà ouverte, elle est ici. Et puis, sinon, vous pouvez là naviguer dedans au format HTML, c'est sans doute le plus simple, hein, donc de rester sur la page. Et vous avez ici, donc, notamment le glossaire, vous voyez, si je clique dessus. Et donc là, vous avez donc un index avec toutes les lettres, et puis après, bah, les différents termes qui sont définis. Et c'est-à-dire, c'est défini au sens, on n'est pas un dictionnaire, c'est le sens que l'on donne à ce terme lorsqu'on l'emploie dans la Constitution. Voilà, c'est ça que c'est autre chose. Ça ne vise pas à épuiser le sujet, c'est-à-dire, nous on a pris cette option-là, et quand on utilise ce terme dans la Constitution qu'on propose au peuple français, eh bien c'est dans ce sens-là et pas dans un autre qu'on l'utilise. Donc c'est pour être rigoureux de nouveau. Alors, donc ça c'était pour le glossaire. Il y a également un sommaire qui est présent. Alors, par exemple, si on prend les versions PDF, par exemple le corps de la Constitution, ici, donc c'est la partie principale, le corps. Hein. Donc vous avez tout au début de la version PDF, vous avez, alors sur le site c'est aussi détaillé comme ça, vous avez en fait toutes les têtes de chapitre et tous les articles qui se trouvent à l'intérieur de la Constitution. Donc on voit qu'ici que le titre 1 c'est contrat social et démocratie, le titre 2 c'est institution de la République, le titre 3, Assemblée nationale, etc., etc. Et à l'intérieur, vous avez la liste des articles. Donc,
je dirais, avant de parcourir, bah, je vous invite, donc si on va sur le site en lui-même, donc là vous avez une barre de navigation en haut aussi, vous revenez là à la Constitution, si on reprend le corps par exemple, la partie principale, bien là vous avez tous les liens qui sont ici, vous voyez. Donc là, vous retrouvez titre 1, titre 2, titre 3, voilà. Et donc, vous avez déjà, en regardant ce sommaire, je veux dire, pourrait-on dire, vous avez déjà une idée de comment s'articule la Constitution que nous proposons et les différentes choses qui sont à l'intérieur. On va voir, par exemple, qu'il y a la notion de référendum national, de référendum local. Donc, je dirais... plutôt que de se dire « Ah mais non, il manque ça, etc. » Il manque un glossaire. Regardez également, je dirais, le sommaire avant de vraiment plonger dans la lecture, hein, puisqu'il risque de vous manquer une vue un petit peu d'ensemble au départ. C'est pour ça que je pense important de vous donner ces clés de lecture avant d'aller plus loin. Il y a également sur le site une rubrique qui s'appelle la rubrique « Comprendre ». Alors la rubrique « Comprendre », si je reviens à la page d'accueil du site AP6R, vous avez un petit peu plus bas, ici, vous voyez, vous avez une petite chose qui défile, là. Et dans cette chose qui défile, bah, vous avez ce dont je discutais précédemment, là, toutes les informations pour venir discuter avec nous et participer aux réunions du lundi soir. Et là, vous avez également la rubrique « Comprendre ». Et la rubrique « Comprendre » va expliquer, en définitive, quelle est l'architecture de la Constitution que nous proposons. Puisque ça va vous permettre de rentrer, je dirais, de façon plus douce, plutôt que de taper directement dans le texte, c'est quand même plus difficile. Donc là, vous avez un certain nombre de présentations, vous voyez, les besoins du corps et de l'âme, les principes forts et durables de la 6e République. Voilà. C'est tous les éléments qui nous ont permis d'arriver à une architecture de la 6e République que nous proposons, je dirais, avant d'écrire la première ligne, je dirais, de texte, hein, puisque savoir un petit peu dans quelle direction on fait, quelles vont être les grandes structures, les grands principes, sont quand même très importants, architecturaux, sont vraiment importants. Vous trouverez également sur les pages de la Constitution un certain nombre de commentaires. Et ces commentaires, ce sont ceux donc, que nous sommes faits, je dirais, nous-mêmes, ou que d'autres personnes ont fait. Donc là, par exemple, si je prends ici, je suis sur le préambule, donc avec un certain nombre de principes qui sont énoncés dans le préambule. Et tout en bas, vous avez des commentaires. Voilà. Donc là, on peut rajouter un commentaire. Mais en dessous, vous avez des commentaires avec les réponses qui vont avec, hein, ce sont des dialogues, et qui expliquent pourquoi, qui justifient les choix que nous avons faits, pourquoi nous avons fait tel choix plutôt que tel autre dans la rédaction. Par exemple, ici, sur le passé, pourquoi est-ce qu'on a mis le passé, etc. Et les différents arguments qu'il y a dans un sens et dans un autre. Voilà. Donc voilà un autre élément important, une autre clé de lecture. Et d'ailleurs, si vous voulez participer, bah, vous pouvez aussi mettre un commentaire à cet endroit-là. Et puis, je dirais, après, une fois que vous avez fait un petit peu cette vue d'ensemble, je dirais que le plus simple, c'est de prendre la lecture dans le sens, dans l'ordre, hein, je dirais, le préambule, puis le titre 1 du corps, puis le titre 2, etc. Avec éventuellement des sauts avec les liens hypertextes vers justement le glossaire, vers des annexes qui sont référencées dans le corps de la Constitution, ou dans le préambule. Voilà donc pour ces quelques clés de lecture qui m'apparaissent importantes et qui vont faciliter votre navigation et votre découverte de cette Constitution. Alors, cette version 2, c'est une évolution majeure, oui. C'est certes une évolution majeure, toutefois, il y a quand même des constantes. Hein. Les constantes, je vais les rappeler, ce sont des éléments quand même structurants très importants.
La première constante importante, c'est que ça repose sur le droit naturel inaliénable, je dirais, qui déjà même est référencé, même s'il est mal exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans le préambule. C'est sans doute la partie la plus intéressante et la plus belle, je dirais, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est son préambule, justement, qui est juste. Les articles, après, dès qu'on descend dans les articles, c'est beaucoup moins bien. Et même la fin du préambule est déjà plus ouverte à la discussion, mais le début, ça commence extrêmement bien. Donc ça repose effectivement sur le droit naturel. Bon, notamment, c'est des préconisations, là, par exemple, je vous invite à ce livre de Léo Strauss, justement, qui retrace une histoire du droit naturel, hein, droit naturel et histoire, donc c'est très intéressant, avec des paradoxes qu'il relève et que nous avons, je dirais, résolu, je pense, dans la Constitution que nous proposons. Et puis, droit naturel qui est exprimé, nous sommes appuyés beaucoup là-dessus, sur les travaux de Simone Weil et son ouvrage, je dirais, son grand œuvre, comme elle disait, son ouvrage qui s'appelle L'enracinement, donc qui sert de base justement à poser les principes fondateurs qu'on le retrouve dans le préambule, avec également une contribution d'un autre philosophe français, Michel Clousquin. Donc, droit naturel inaliénable, intemporel, éternel, qui sont liés à l'homme tel qu'il est, justement, hein, pour justement ne pas être dans les illusions et dans se faire plaisir, des listes au Père Noël, je dirais. Donc, avec un droit naturel, mais clairement exprimé dans le préambule. Voilà, ça c'est un premier élément important, et je y reviendrai dans les évolutions, vous allez voir. Autre constante, eh bien, il y a 3 piliers sur lesquels repose cette Constitution. Le premier pilier, c'est l'action, c'est-à-dire que si on a un gouvernement, on fait des lois, c'est pour pouvoir agir. Hein. Par exemple, le budget, hein, typiquement, qui est l'acte politique majeur, je dirais, parmi d'autres, mais enfin, c'est quand même un acte politique majeur, on voit bien aujourd'hui, comme hier. Donc, c'est pour agir, c'est pour faire des choses, faire des choix, pour dire on va faire plutôt ça plutôt que telle autre chose. Donc, la politique, ça sert quand même à agir en premier lieu et à faire des choses concrètement. Donc, le premier pilier, c'est justement l'action, qu'on ne se retrouve pas dans la situation, par exemple, de blocage dans laquelle on se trouve avec la Ve République aujourd'hui. Avec la Sixième République que l'on propose, ça ne pourrait pas se passer. On a prévu des mécanismes, différents mécanismes, pour que ces situations de blocage soient dénouées assez rapidement. Deuxième pilier très important, puisque c'est par là, c'est un des moyens justement pour le peuple de contrôler ce que font les délégués qu'elle a désignés, c'est le contrôle. C'est le deuxième pilier le plus important, et c'est même là que se situe le pouvoir le plus important, et notamment tout le pouvoir coercitif principal est sous la responsabilité de ce pilier de contrôle. Et puis, finalement, le dernier pilier, un certain nombre de circuits courts, typiquement, c'est les états d'urgence qu'on a connus récemment, qui sont tous, qui passent forcément par là, mais les circuits courts, c'est également les référendums, et dont le référendum d'initiative citoyenne. Donc un certain nombre de circuits courts comme ça, qui permettent notamment une démocratie directe. Au moins, d'une manière réaliste et possible. Le référendum en est l'expression la plus immédiate et évidente. Réalisme, donc j'y reviens sur ça, c'est-à-dire réaliste dans le sens où on prend en compte, non seulement on ne se raconte pas d'histoire, mais on prend en compte l'expérience et la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire des forces sociales, des forces productives. Nous savons qu'il y a des forces sociales et que ces forces sociales, elles s'expriment. Et elles s'exprimeront que vous le souhaitiez ou pas. Et ils ont des moyens parce que ces forces sont des forces, on ne s'appellerait pas des forces si elles n'étaient pas des forces, justement. Et elles s'exprimeront que vous le vouliez ou non. Donc, l'idée dans cette Constitution, c'est non seulement
de prendre ça en compte et pas de se dire on va tout résoudre par des assemblées ou à force de discuter, etc. ça va faire. Non, il y a des endroits où il est prévu justement que ces forces jouent, mais non seulement qu'elles jouent, mais qu'elles soient intégrées au fonctionnement de la nation. Et donc, qu'on reprenne aussi, c'est aussi un moyen de reprendre la main sur notre production. Donc, c'est donc la prise en compte et la canalisation, justement, de ces forces, plutôt que de les laisser s'exprimer de façon plus ou moins anarchique dans la société, que ce soit les forces au travers des lobbies ou des syndicats, etc. Ça, c'est extrêmement important, et c'est un des éléments importants, et une constante, évidemment, que nous avons mis en place dans notre Constitution, implémentée dans notre Constitution, proposée au peuple français. Et puis, bon, voilà, je dirais, tout cela est sous-tendu, je dirais, par un modèle de société alternatif, donc qui a été réfléchi, donc on voit bien avec toute cette architecture, et donc qui nourrit de l'expérience de toutes les expériences de constitution du passé, notamment, mais aussi de tout ce qui s'est passé au XXe siècle avec le communisme, le socialisme, le néolibéralisme, etc. Faire un modèle de société alternatif au capitalisme, mais qui soit justement adossé à une vision, ce qu'on appelle la quatrième voie, que vous trouverez sur le site viacat.net, et donc qui en définitive, cette constitution, c'est une instanciation, c'est une concrétisation de ce modèle de société alternative. Donc on n'arrive pas du tout, je dirais, si on prend par exemple des gens comme la France Insoumise, ou même les gens qui travaillent autour d'Étienne Chouard ou d'autres, qui, je dirais, avancent sans dévoiler réellement quelles sont leurs intentions. Nous, on propose une constitution, c'est carte sur table. C'est-à-dire, on ne vous dit pas demain on rase gratis. Non, on dit, nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est ce nouveau fonctionnement. On préjuge pas on rentre pas dans le détail de la politique, d'ailleurs. Hein. C'est juste un moyen de changer les règles du jeu pour aller repartir dans une direction, une nouvelle direction. Mais le jeu de la politique, les vrais choix politiques, dans la Constitution, il n'y en a quasiment pas. Hein. C'est vraiment une réinitialisation du système pour aller dans une nouvelle direction, aller vers plus de démocratie. Sachant que la démocratie totale est totalement illusoire, hein, justement, ça fait partie du reste. Alors, les nouveautés. Les nouveautés, la première nouveauté, je dirais, c'est une expression claire de la démocratie qui est à la fois directe et délégative. Avant, jusqu'ici, on nous en avait fait le reproche dans la première version, on avait l'impression qu'on restait dans une démocratie représentative, qui est quasiment un oxymore, hein, comme démocratie participative, hein, ça c'est les oxymores. Vous ne pouvez pas à la fois démocratie et représentative, puisque si vous êtes représentatif, ça veut dire que vous abandonnez votre pouvoir à des représentants. Participatif, ça veut dire que vous participez à la décision, mais ce n'est pas vous qui avez la décision finale, donc ce n'est pas la démocratie. La démocratie délégative, et nous avons distingué justement dans le préambule d'ailleurs, je vais prendre la version PDF pour changer. Nous avons distingué justement les différents types de mandats. Ils peuvent exister. Et donc, nous distinguons 3 types de mandats. Parce qu'on voit bien qu'il y a une incompréhension. Donc, le représentatif, on voit à peu près. Mais dans l'impératif, il y a beaucoup de gens, je m'en suis aperçu en discutant avec Christian Leroux, avec d'autres personnes, qu'en fait, ce qu'ils mettaient dans le mandat impératif, c'était du mandat délégatif. Donc c'est bien pour ça que nous avons introduit ces 3 types de mandats pour que les choses soient claires. Le mandat impératif, le mandat délégatif et le mandat représentatif. Donc je vais lire les définitions, c'est peut-être le plus simple parce que vous connaissez d'ores et déjà. Donc le mandat représentatif, donc le ou les mandants abandonnent leur pouvoir au profit
du mandataire qui en fait l'usage de la manière qu'il estime la plus appropriée. On abandonne son pouvoir à un représentant, c'est la situation actuelle. Dans le mandat impératif, s'il est impératif, c'est que vous ne laissez aucune marge de manœuvre. Et voici donc la définition que nous avons donnée du mandat impératif. Le ou les mandants donnent des instructions précises. La condition, c'est d'avoir des instructions précises que le mandataire doit exécuter sans aucune latitude personnelle. Et effectivement, il y a des cas comme ça où les instructions sont suffisamment précises pour pas que le mandataire ait à faire des modifications. C'est le cas du référendum. Dans le référendum, et nous l'avons bien spécifié dans le référendum, il faut qu'il soit précis, avec ce qui est ajouté, supprimé, etc. Donc, les instructions sont extrêmement précises. La loi devient celle-là. Et c'est pas autre chose. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de latitude personnelle laissée au mandataire. Donc c'est vraiment impératif. Or qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, derrière mandat impératif, ils mettent ce que nous avons défini comme mandat délégatif, et mandat sur lequel repose l'essentiel de la Constitution que nous proposons. Donc voici le mandat délégatif. Le ou les mandants donnent des objectifs à atteindre dans le cadre d'une mission que le mandataire se doit de réaliser au mieux en prenant les initiatives nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a délégation de pouvoir, mais pour des objectifs et une mission à remplir et des comptes à rendre. Et souvent, les gens, je l'ai constaté, hein, à ma grande surprise, justement, que quand les gens disaient mandat impératif, dans leur idée, en fait, c'était ce que je viens d'exprimer qu'ils pensaient. Que non, ils ont quand même le droit de prendre des initiatives. À ce moment-là, s'ils ont le droit de prendre des initiatives, c'est plus impératif. C'est pas un impératif. Un impératif, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas à interpréter ou à changer quoi que ce soit. Sinon, c'est plus impératif. Quoi. Enfin, les mots ont un sens. Quoi. Donc, c'est pour ça que nous parlons de mandat délégatif, pour que les choses soient bien claires. Et donc, du coup, nous avons modifié partout, hein, notamment les noms des délégués, etc., et pris ajouté cette définition, etc., partout dans la Constitution, pour justement qu'il n'y ait plus cette ambiguïté, et qu'on ait vraiment à la fois une démocratie plus claire et plus simple, avec une partie délégative, et également une partie directe. Et dans cette partie directe, la première expression la plus évidente de la démocratie directe, c'est le référendum, hein, comme j'ai déjà dit, et donc le référendum d'initiative citoyenne, référendum d'initiative individuelle. Voilà, les modalités et là pour le coup c'est un mandat impératif, hein, alors nous l'avons rajouté dans la Constitution, c'est d'ailleurs la seule forme de mandat impératif, c'est le référendum, puisqu'il est exprimé, il donne des instructions précises à suivre, et puis il n'y a pas à discuter, là, pour le coup. Et là, c'est vraiment un mandat impératif. Sinon, le reste va relever d'un mandat délégatif, avec, dans certaines conditions, etc., qui étaient déjà prévues dans la version précédente. Dans la démocratie directe, nous allons voir que nous avons également une autre disposition, mais j'y reviendrai juste après. Donc, en définitive, ce que nous avons essayé de mettre en place, c'est une démocratie directe, je dirais, réaliste. Autre élément important, majeur dans ce qui a été proposé dans cette version 2, c'est l'introduction, et non seulement l'introduction, mais la généralisation des tribunaux populaires. Donc, on a un nouveau titre, le titre 15, donc c'est un titre qui nous a donné beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas d'exemple jusqu'ici sur lequel on pouvait s'appuyer, c'est la mise en place de tribunaux populaires, et ces tribunaux populaires, donc dans la sphère du contrôle, qui sont généralisés, c'est-à-dire, quelle que soit l'affaire, criminelle, pas criminelle, etc., mis à part la justice, je dirais, prud'homale, ou entreprise, etc., qui relève de tribunaux paritaires, qui fera l'objet d'un titre dans une prochaine version de la Constitution, tout ce qui relève de la justice passe par les tribunaux populaires. Et là,
on a également une expression, une possibilité de la démocratie directe. Puisque le peuple va rendre jugement, et ça a pu être des juges parce qu'ils ont été à une école, parce qu'ils sont plus ou moins corrompus, qu'ils sont dans des réseaux, etc., qui vont rendre la justice. C'est le peuple en tout temps et en tout lieu qui va rendre la justice. Ah ouais, là ça change tout. Ça change absolument tout. Et ça c'est réaliste. Parce que on le fait déjà, tout simplement, les tribunaux d'assises, même s'ils essayent de les restreindre, eh bien ça existe en France, ça existe dans plein de pays, les tribunaux d'assises, ça existe. La seule chose, c'est qu'on va le généraliser. Mais on peut le généraliser, puisque il y a beaucoup de gens qui ont du temps libre aujourd'hui. Hein, les augmentations de la productivité permettent justement de dégager du temps, et justement, eh bien, en multipliant sous forme donc d'un service citoyen, puisque là, faire partie d'un tribunal populaire, c'est rendre un service à la nation, et c'est exprimer un pouvoir du peuple, c'est de rendre la justice. Et on voit bien que ça change absolument tout, puisque du coup, ça va plus être des juges, ça va plus être une oligarchie qui va rendre la justice, qui va dire la loi, elle s'applique de cette façon-là, ou la Constitution, les principes qu'on a mis dans la Constitution, le droit naturel dont je parlais tout à l'heure, il s'applique de telle façon ou de telle autre façon. Non, ça va être le peuple qui va le dire à chaque fois. Et alors, je reviendrai sur ce sujet-là, parce que j'ai eu déjà une remarque à ce propos. Donc on voit bien là qu'on est dans de la démocratie directe, mais pas forcément au sens où l'entend Étienne Chouard ou d'autres avec des assemblées citoyennes où les gens ils viendraient ou ils viendraient pas, on n'en sait trop rien, pour décider de tout le temps. Non, là c'est les tribunaux populaires pour un jugement, ils sont mobilisés pour 3 mois et ils sont formés, ils vont rendre des jugements et puis ils vont après partir, ils vont avoir une rémunération. Donc c'est juste un service citoyen si vous voulez, quoi. Et donc là, ça revivifie également la démocratie et la citoyenneté. Et là, tout l'intérêt, je dirais, de cette architecture. Alors, on va regarder, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'on a mis dans cette partie, parce qu'elle est quand même extrêmement importante et novatrice. Je vous inviterai à la consulter vous-même. Donc là, vous voyez, c'est le titre 15 qui est ici. Donc dedans, maintenant, dans la Constitution, vous avez également ça, vous avez un petit sommaire en début de chaque article. Et on voit ici, donc voilà le sommaire de cette partie-là. Hein. Donc, avec quels sont les principes, quelle est la mission des tribunaux populaires. Il y a composition du tribunal populaire, la composition également du tribunal d'urgence, puisqu'il y a des situations, ce qu'on appelle aujourd'hui les tribunaux d'instance, où une réponse doit être donnée très rapidement. Donc dans ces cas-là, une décision est prise, alors c'est un peu une dérogation par rapport au tribunal populaire, mais parce qu'il faut rendre une réponse en urgence en droit. Donc là, c'est un tribunal composé de magistrats, mais qui juge de manière provisoire sur une affaire, pour dire, ça par exemple, ça met en danger telle chose dans une entreprise, par exemple, s'il y a un danger immédiat et imminent, il faut arrêter, couper une route ou n'importe quoi, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Voilà, il faut prendre une décision rapidement, des mesures conservatoires, donc qui prend des mesures, je dirais, dans l'urgence rapidement. Le jugement sur le fond, lui, interviendra ultérieurement et sera confié à un tribunal populaire. Donc ça n'enlève rien, je dirais, c'est juste simplement parce que dans certaines situations, hein, ça fait partie un petit peu justement des circuits courts dont je parlais tout à l'heure, il y a un certain nombre de circuits courts qu'il faut prévoir, qui sont un petit peu dérogatifs ou qui nécessitent des procédures particulières sans remettre en cause la démocratie. Donc après, on a les organisations des procès populaires d'urgence, organisation de la Cour de cassation, qui est déléguée justement à la Chambre constitutionnelle, la période d'apprentissage, les procès de première instance, d'appel, etc., etc. Les modalités de délibération du jury. Voilà. Donc je vous invite à aller jeter un œil à cela et puis à lire, parce que je pense que c'est tout à fait intéressant, puisque alors c'est aussi quelque chose qui est très rapide,
puisque donc il y a différents types de procès. Hein. Il y a les procès donc en première instance, on juge en première instance, on juge en appel, et l'appel se déroule le mois suivant, hein, avec un tribunal populaire élargi, qui est un tribunal populaire de base, tribunal populaire élargi de 27 membres, premier de 9 membres. Il y a éventuellement un recours en cassation qui a été escaladé à la Cour de cassation, voire à la Chambre constitutionnelle. Et puis il y a également la notion de procès de rédemption, c'est-à-dire des procès qui jugent de la rédemption de quelqu'un qui a été condamné à plus de 2 ans d'emprisonnement, pour voir s'il est réhabilité, pour éviter justement la récidive, voire éventuellement pour réduire la peine, mais ça se fait au travers d'un procès de rédemption. C'est pas un juge X ou Y enfermé dans son bureau qui décide tout seul, donc on va libérer telle personne. Non, non, c'est également un tribunal populaire qui en prend la décision. Donc voilà, hein, donc, les différentes parties, hein, donc voilà, le recours en cassation, etc. Voilà, alors, sur ce tribunal populaire, je dirais, une chose importante, c'est qu'est-ce qui le justifie? Parce qu'on pourrait se dire, oui, comme je le disais précédemment, c'est un pouvoir concret du peuple et un pouvoir décentralisé. Hein. Donc ça permet de diffuser en plus la justice dans la population. Mais ça permet également et surtout de s'affranchir de seuls textes. Parce qu'aujourd'hui, en définitive, la justice est injuste parce qu'elle est juste légale. C'est-à-dire si le texte il est bien respecté ou si la procédure n'a pas été bien respectée, etc., eh bien, on va être acquitté, ça va traîner, etc. Non. L'idée, là, c'est il y a les textes, mais ce qui est important, c'est la légitimité. Hein, c'est pas simplement la légalité. Parce qu'aujourd'hui, justement, il suffit que vous ayez un très bon avocat, vous ayez les moyens de payer un très bon avocat, et à partir de là, eh bien, en jouant sur les textes, etc., vous allez réussir à passer au travers des gouttes, et celui qui n'y aura pas le bon avocat, il ne le pourra pas. Et donc, l'égalité est violée entre les citoyens. Là, il n'est plus question de ça, puisque c'est un tribunal populaire qui, certes, s'appuie sur les textes, mais s'appuie avant tout sur le respect des principes humanistes, des besoins du corps et de l'âme qui ont été exprimés notamment dans la Constitution, au plus haut de la Constitution, dans le préambule. C'est en fonction de ça qu'ils doivent juger. Vous voyez, c'est par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, si vous voulez, ça empêche toutes les dérives et toutes les manipulations et tous ces avocats et autres beaux parleurs qui font en fait, qui biaisent la légitimité et la vraie justice, qui du coup devient injuste. Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne architecture? Et ça, je réponds là à Nicolas qui m'a envoyé une remarque en disant, là, il pense que c'est une fausse bonne idée de mettre les tribunaux populaires. Alors, eh bien non, c'est pas une mauvaise idée, et il y a une justification philosophique très importante à ça. J'ai parlé tout à l'heure que nous reposons sur le droit naturel. Le droit naturel, Aristote, le philosophe antique, l'avait déjà identifié en son temps, hein, donc vous voyez, c'est pas récent, hein, c'était réactualisé avec tout le mouvement humaniste et des Lumières, mais ça date de l'Antiquité. On a identifié que c'était quelque chose d'important dès l'Antiquité. Ce droit naturel repose sur ce que nous sommes fondamentalement en tant qu'être humain. Est-ce que nous abandonnons de liberté lorsque nous sommes en société, dans des grosses sociétés, hein, pas des petites tribus, des petits clans, hein, mais dans des sociétés qui deviennent des cités, justement, qui deviennent un peu plus grosses, où il faut bien qu'il y ait des règles, et que l'on respecte ces règles, ça s'appelle la civilisation, et donc de devenir un civil. Donc on abandonne notamment la capacité de faire violence et de se venger, de faire la justice soi-même. Voilà une des bases du droit naturel.
Le problème qu'identifiait Aristote, notamment, et c'est un de ceux justement dont j'en parlais ici, mais il y en a d'autres, je ne vais pas tout évoquer aujourd'hui, ce n'est pas une émission sur le droit naturel, c'est que ce droit naturel, on voit qu'il est propre à l'homme, donc dans ce qu'il a de ce qu'il a toujours été, de ce qu'il est éternel et immuable, quelque part. Et en même temps, Aristote avait identifié qu'il était variable. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, en fonction des cas concrets, en définitive, la déclinaison de ces principes va pouvoir donner des jugements, des appréciations, et des jugements, là, en l'occurrence, extrêmement différents d'un cas précis à l'autre. Eh bien, c'est cela, les tribunaux populaires. C'est ce qui le légitime fondamentalement. C'est-à-dire que d'une part, on a tout en haut de la Constitution ces principes inviolables, immuables, qui sont, quelque part, je dirais, gravés dans le marbre, mais, donc ils sont fixes, mais ils peuvent être également réinterprétés à chaque cas particulier par les tribunaux populaires. Et pourquoi les tribunaux populaires sont légitimes à faire ça? Parce que, et comme le dit très bien Jean-Jacques Rousseau, ou comme je dirais le Tao Lao Tzu également, il suffit que je plonge en moi pour savoir que c'est vrai. C'est-à-dire que, au fond, ces lois légitimes, nous les avons tous, quelle que soit notre intelligence, sauf les gens qui sont handicapés, mais nous les avons au fond de notre être, au fond de notre âme, au fond de ce que nous sommes. Et donc il suffit de nous regarder en nous-mêmes pour être en mesure de pouvoir les interpréter à chaque situation particulière. Et bien mieux, je dirais, collectivement, qu'un juge isolé tout seul, formaté par des textes et par des réseaux d'influence. Voilà donc la justification profonde, philosophique, de la légitimité des tribunaux populaires. Mais bon, faites des commentaires si vous pensez, c'est pour dire ce que vous en pensez. Bien, justement, sur les réseaux sociaux, vous pouvez, sur Facebook, etc., sur cette émission, ou envoyer un courriel à contact@impcr.org, ou faire des commentaires directement sur les différents endroits dans la Constitution sur le site. On les regardera et puis on y répondra. Voilà donc les objections que m'a fait Nicolas, donc j'y réponds à la fois sur la démocratie directe. On voit qu'elle est directe, mais d'une façon particulière et pas de la façon dont beaucoup pensent qu'on peut le faire, notamment avec des assemblées citoyennes un peu partout, etc., ou des conventions citoyennes. Je suis extrêmement réservé sur le fonctionnement à long terme de ce genre de choses. Or que ça, les tribunaux populaires, on sait que ça marche parce que ça marche déjà. C'est déjà des choses qui existent. Donc on n'invente rien de... Oui, on garde les pieds sur terre. On ne va pas dire que c'est quelque chose qui est farfelu, puisque ça existe déjà, et pas qu'en France. Les tribunaux populaires, il y en a un peu partout dans le monde. Voilà pour cette présentation donc de la nouvelle Constitution. Avec un point très important que je vous demande d'avoir en tête quand vous lisez cette Constitution, quand vous faites des remarques, c'est que le réalisme, c'est différent de se faire plaisir. Je sais que dans la société de consommation, dans la société du spectacle, où on n'est plus vraiment un citoyen responsable, mais on est devenu un consommateur avec des caprices, on a tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Nous ne sommes pas dans cette optique-là du tout. Et donc, ce qui explique la rédaction telle qu'elle a été faite dans cette proposition. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et puis, je dirais, il y a une bataille idéologique, parce que voilà, nous sommes des résistants, évidemment. La bataille idéologique, c'est aussi un moyen de le faire, justement en proposant un modèle de société, en proposant la quatrième voie. Donc là, je vous invite à faire un petit tour également sur le site ou sur le site viacat.net pour découvrir ce que c'est que la quatrième voie, notamment en lisant la proclamation de la quatrième voie qui tient sur une page. Donc c'est très vite lu, mais ça va vous expliquer ce que c'est que ce modèle de société. Donc il n'y a pas... c'est complet, bon c'est dense, mais c'est complet et c'est facile à lire. Donc ne vous inquiétez pas il n'y a aucune difficulté, c'est compréhensible par tout le monde.
Donc, les médias et les travaux de Impé6R, eh bien, donc le site, évidemment, vous pouvez vous inscrire également sur le site, participer justement sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres, Telegram, etc. Coopérer à la rédaction, si l'enjeu vous intéresse et si nos travaux vous disent il faut préparer l'après-oligarchie, l'après-Macron et l'après la sortie du capitalisme, hein, puisqu'on voit bien que le socialisme ou le communisme ont échoué au XXe siècle, comme le fascisme d'ailleurs, le fascisme traditionnel d'extrême droite, je veux dire, ou toutes les alternatives monarchistes ou autres. Aller de l'avant dans le sens de l'histoire. Vous pouvez également lire le roman Le but c'est la vie, hein, je vous encourage à le lire, c'est un ouvrage de la résistance justement, vous pouvez le lire en ligne, le commander sur Amazon, etc. ou sur la Fnac, Kobo je crois c'est le site de... Et donc vous pouvez le commander également en version papier et en avoir une présentation sur le site également, et il y a même une petite vidéo de présentation à ce sujet qui donne même la suite. Donc, le but c'est la vie, c'est le titre de ce roman d'anticipation politique, de société, avec comme sous-titre la métamorphose des moutons. Et puis les trois manifestes, hein, émergence, émergence idéologique et émergence spirituelle, le Tao spirituel, que vous pouvez également commander ou lire sur le site impé6r. Voilà, ce petit tour d'horizon en une cinquantaine de minutes de la nouvelle constitution, de la nouvelle version de la constitution que nous proposons au suffrage populaire. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.